Je m'appelle Sarah Berger-Richardson. Je suis professeure de droit à l'Université d'Ottawa. Je me spécialise dans le droit agroalimentaire et aujourd'hui, je vais vous parler de la production artisanale au Québec et son cadre législatif. Le secteur bioalimentaire est un des secteurs le plus réglementés au Canada. Le droit agroalimentaire, ça englobe toutes les lois qui régissent la production, la récolte, le transport, la transformation, la distribution, la vente des produits alimentaires. Ça inclut aussi les lois connexes portant sur la santé publique, l'environnement, les droits des travailleurs, le bien-être de l'animal. Ça veut dire que lorsque on rentre dans l'épicerie, il y a énormément de lois, de règlements derrière tous ces produits. Quand j'étais jeune, je passais souvent mes étés au pays de Galles avec mes parents, avec leurs amis, qui avaient une ferme artisanale. C'était une ferme assez diversifiée, donc ils avaient des vaches, beaucoup de moutons, des canards, des poulets, des poules, donc plusieurs animaux qu'ils élevaient sur leur ferme. J'ai rapidement réalisé que la viande que nous, on achetait à la maison ne provenait pas de fermes idylliques comme celles que j'ai connues durant mes étés, mais plutôt d'élevage industriel. C'est en écoutant le film Babe à l'âge de 9 ans que j'ai vraiment eu une image de cette production industrielle. Ça m'a vraiment choquée et j'ai annoncé à mes parents que je ne voulais plus manger de la viande. Durant mon parcours universitaire, j'ai commencé à me poser des questions moi-même sur ce que je mangeais. Est-ce que mes choix étaient vraiment les choix les plus éthiques ou est-ce qu'il fallait que je repense mon alimentation? Est-il plus éthique pour moi de manger à tous les matins un toast aux avocats qui provient du Mexique que de manger au cours de l'année un quart de bœuf que j'ai acheté d'un producteur qui habite à 100 km de chez moi? Alors, j'ai décidé de réintégrer de la viande dans mon alimentation. J'étais abonnée à un panier bio avec un producteur local. Malheureusement ou heureusement pour lui, la demande était tellement importante. Alors, il y avait une liste d'attente pour ces poulets. En parlant avec des producteurs, avec des éleveurs, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de barrières pour eux, des barrières d'accès au marché ou des barrières législatives qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas répondre à la demande. En 2015, Dominique Lamontagne, qui est un producteur dans les Laurentides, il a publié son livre « La ferme impossible ». Et dans son livre, Dominique Lamontagne avait beaucoup d'informations et répondait à beaucoup de mes questions en expliquant pourquoi certains règlements sont mal adaptés pour la production artisanale. Les barrières d'accès pour les producteurs artisanaux, ce n'est rien de nouveau pour Dominique Lamontagne. Il croit que c'est important de permettre, d'encourager, de favoriser l'accès aux terres agricoles, aux petits producteurs qui désirent justement fournir des produits alimentaires à leurs voisins, à leurs amis, dans des marchés locaux, que c'est important pour eux et c'est quelque chose que lui, il revendique depuis très longtemps. Maintenant, je vous amène sur la ferme de Dominique Lamontagne pour explorer ensemble les enjeux juridiques entourant la production artisanale au Québec. Dominique Lamontagne, je suis copropriétaire de la ferme Impossible. On essaie de faire changer la loi pour que l'agriculture artisanale soit légalisée au Québec, c'est-à-dire avoir le droit de recevoir des gens ici, puis leur faire manger ce qu'on produit, partager finalement notre intérêt pour une agriculture à échelle humaine. Ah! Allô, Dominique? Sarah, t'as trouvé la place? Oui. Merci de m'accueillir sur la ferme. Bien, merci d'avoir fait la route.
Ça fait plaisir. C'est un périple. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui. Par où est-ce qu'on va commencer? Ben moi, normalement le matin, là, je fais tout mon train-train quotidien. Là. Je vous ai gardé quelques petites activités. On va commencer par bouger les poulets. Donc, on travaille dans des cages mobiles. Donc, à chaque matin, on les déplace. Alors, on peut commencer par ça. OK. On va aller voir ça. Alors, la cage, notre modèle, c'est une cage qui est 8 pieds par 8 pieds. Comme je disais, ça peut accueillir jusqu'à 36 poulets. Moi, en général, je garde ça plutôt 18-20. Donc, quand elle est pleine, il faut la déplacer 2 fois par jour. Quand elle est à moitié pleine comme ça, 1 fois par jour suffit. De cet endroit-là où il était hier, on les déplace ici. Donc, nouveau bar à salade. Attention, on y va doucement pour ne pas faire tomber la porte. Donc là, je redescends doucement. Donc, on a vu tout le monde se déplacer. Donc, c'est ça. Le travail de hier. C'est ça. Donc, il n'y a rien de dramatique parce que, justement, j'ai quand même peu de volailles, mais je les laisse là une courte période de temps. Il n'y a rien de pire que d'élever des volailles, je pense, à l'intérieur d'une clôture fixe. Hein, les gens qui veulent élever même une dizaine de poules, de faire ça à l'intérieur d'un quadrilatère immobile, je veux dire, en dedans de quelques semaines, il n'y aura plus rien d'intéressant là-dedans. Donc, vous voyez, là, les poulets, c'est des poules et des poulets, en fait, hein, on a les deux, vont manger le trèfle, manger l'herbe fraîche. Donc, c'est vraiment leur priorité. Ici, on a notre élevage de poules pondeuses. Donc, les poules, elles, contrairement aux poulets, ils vont vivre plusieurs années. Donc, comme j'expliquais, les poules, on les élève plus dans un filet à volaille mobile qu'on va déplacer à chaque 10 jours environ. Donc, la cage des poules, dans laquelle il y a les pondoirs, qu'on va aller voir tantôt, elle, on la déplace aux 3 jours. Puis la clôture, elle, on va la déplacer aux 10 jours. Alors, les poules, comme j'expliquais tantôt, ce que j'ai hâte de pouvoir faire, c'est de les nourrir vraiment avec les moyens du bord. Alors, déjà, on commence à les nourrir avec du tournesol. Donc, là-bas, les tournesols commencent à arriver à maturité. Puis la manière dont je fonctionne pour donner le tournesol aux poules, vu qu'ils vont manger tous les morceaux de la fleur, c'est que j'y vais comme ça. Je hache la fleur de tournesol. Des fois, je le fais avec 3-4 fleurs. Là, elle était cassée ce matin. Donc, les poules vont manger la quasi-intégrité de ce qu'on voit là. Donc, c'est vraiment aussi des composteuses extrêmement efficaces, là, tu sais. Alors ici, évidemment, c'est des poules pondeuses. Donc, dans cette cage-là, on a les pondoirs. Donc, les poules, leur cage, il y a une porte qui est tout le temps ouverte. Donc, ils rentrent, ils sortent. Dans la cage, il y a des pondoirs, des perchoirs. Donc, les poules se perchent la nuit, ils rentrent, et puis ils se perchent là-dessus. Puis ici, en arrière, on a les pondoirs. Alors, je vais lever la palette. Alors ici, les pondoirs sont faits avec des caisses de lait, comme ça, qu'on a coupé en avant. Et puis, comme tu peux voir ici, bien là, on a deux beaux œufs dans ce pondoir-ci. Et puis là, il est un peu tôt encore aujourd'hui. Ils vont pondre avant midi, début de l'après-midi. Donc, il y a 6 pondoirs. Et puis, on obtient peut-être, je dirais, une douzaine d'œufs par jour. Et donc, les œufs, avec les règlements sur le quota et la gestion d'œufs, donc oui. C'est impossible si moi, je voulais acheter ces œufs. Oui. Ben, en fait, oui. À la ferme, je peux, oui. Donc, moi, je pourrais, si c'est en dessous du quota, venir les acheter. C'est ça. Mais tu n'aurais pas le droit. Est-ce que dans un marché de fermier, c'est possible? Bien, en fait, la loi, ce qui est arrivé dernièrement, c'est-à-dire il y a peut-être 2 ans,
on s'est mis à avoir le droit de vendre nos propres œufs nous-mêmes dans des marchés publics, ce qui était illégal depuis des décennies avant ça. Mais on n'a toujours pas le droit de vendre nos œufs à des revendeurs, c'est-à-dire l'épicerie du coin. J'aurais pas le droit de vendre mes œufs à un bed and breakfast ou à un restaurateur du coin sans les classer. Au niveau de la petite ferme vivrière puis de la table champêtre à laquelle moi je fais référence, souvent, bien, les œufs, je dirais pas que c'est notre problème principal là, pour l'instant au niveau législatif. 100 poules pondeuses qu'on élève dans un environnement comme celui-ci, c'est quand même de la job. Pour être capable d'en élever autant que les couvoirs commerciaux, il faudrait que j'aie beaucoup plus de terrain. Donc, c'est quelque chose que je pourrais vouloir faire un jour puis que j'aurais de la difficulté à faire légalement. Mais pour l'instant, dans un petit setup, moi, la centaine de poules, c'est pas quelque chose qui brime mes libertés là, plus que ça. Là. Okay. Moi, c'est parce que depuis le début, ma préoccupation, c'est la légalisation de l'agriculture artisanale. Alors, avant de me battre pour avoir même des plus grandes possibilités au niveau du hors-quota, je veux me battre pour qu'on ait le droit de faire quelque chose à la ferme avec nos denrées. Même sans poulet ou sans poule, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il y a 3 coques ici. C'est dangereux quand même. Très dangereux. On serait peut-être mieux de sortir, ça. Quand Dominique et sa conjointe ont commencé leur ferme, au départ, ce qu'ils voulaient, c'était une ferme diversifiée. Une ferme qui ressemble à la ferme que j'ai connue durant mon enfance, où on retrouve des vaches, des poulets, des poules, une production modeste et artisanale. Ils ont rapidement été confrontés par le cadre législatif entourant la mise en marché des produits agricoles et ils se sont rendus compte que pour élever des vaches, pour élever des poules, pour élever des poulets, que chaque produit était régi par des plans conjoints différents, qu'il y avait une nécessité, dans certains cas, d'obtenir un quota pour élever ces animaux. Il y avait beaucoup de barrières ou des coûts importants qu'il fallait investir afin d'avoir tout simplement accès ou le droit de vendre ces produits. On entend souvent parler de la gestion de l'offre, mais qu'est-ce que c'est? En fait, la gestion de l'offre, c'est le contingentement de la production pour assurer un certain prix pour les producteurs en fonction des coûts de production. Alors, l'idée ici, c'est de trouver un équilibre entre les besoins des consommateurs pour certains produits et entre les besoins des producteurs pour assurer un revenu stable. Alors, on pense souvent au lait. Le lait, c'est quelque chose qui est souvent dans les médias, mais le poulet est aussi quelque chose qui est assujetti à la gestion de l'offre. Et c'est pour ça que j'avais autant de difficultés quand j'essayais d'acheter directement du fermier de mon panier bio, parce que à l'époque, il était limité à 99 oiseaux par année. Si le fermier de mon panier bio voulait répondre à la demande, il aurait dû acheter du quota pour pouvoir élever et abattre plus que 100 poulets par année. La gestion de l'offre assure une certaine stabilité de revenus pour les producteurs, mais aussi à un prix. On impose une vision pour l'agriculture, on impose un modèle spécifique d'élevage à tous les producteurs. Ça exclut donc des producteurs comme Dominique Lamontagne, qui a une vision différente, une vision pour la production artisanale et qui se voit exclu de ce marché en raison des exigences et du contingentement. Tous les producteurs au Québec, que ce soit Dominique avec sa ferme artisanale ou un producteur à échelle industrielle, sont soumis aux mêmes règles en vertu de la loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Cette loi existe
pour protéger les producteurs agricoles, pour coordonner le marché et aussi pour aider les producteurs à faire face à la concurrence mondiale. L'objectif de la loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche est aussi d'assurer une certaine autonomie alimentaire au Québec. Avec tout l'intérêt dans l'autonomie alimentaire au Québec, on parle de plus en plus des circuits courts et des marchés de proximité. Les circuits courts, donc l'idée de raccourcir la chaîne alimentaire entre le consommateur et le producteur, c'est quelque chose qui intéresse Dominique Lamontagne. Il en parle dans son livre et il a beaucoup à dire à ce sujet. Il y avait des poules de races différentes, mais là, c'est diversifié à ce niveau-là. Ouais. Puis aussi, bon, je sais qu'on parle de fermes diversifiées, de fermes pluriproductrices, fermes génératrices. Oui. Ta ferme, comment tu le décris? Ben, c'est un peu tout ça. C'est des mots, évidemment, qui viennent puis qui vont. Il y a des modes là-dedans, mais je pense que le concept d'une ferme diversifiée, ou comme tu disais, pluriproductrice, c'est que c'est une ferme qui est d'abord une ferme d'agriculture, peut-être vivrière, c'est-à-dire que moi, je pense qu'un agriculteur devrait avoir comme premier objectif de se nourrir lui-même avec une variété d'aliments. Donc, tu sais, quand tu tombes dans la monoculture ou le mono-élevage, tu ne peux même pas t'en nourrir toi-même. Fait que, qu'est-ce que tu es en train de bâtir au juste? Là? Juste une business ou un milieu nourricier? Moi, je pense que ce qui est arrivé à l'agriculture, là, quand on parle d'agriculture classique, de productivisme, la ferme que moi j'appelle aux soins intensifs, c'est-à-dire qu'on produit une denrée en grande quantité puis on est très dépendant d'une grande variété d'intrants. Je pense que c'est arrivé à partir du moment où on a décidé qu'on professionnalisait l'agriculture. Dans les années 50, c'était littéralement ça que l'UPA a annoncé dans la terre de chez nous, ils ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est de faire de l'agriculture une profession fermée où seuls les vrais agriculteurs auraient le droit de pratiquer. Donc moi, ça, c'est évidemment, ça m'agresse comme formulation. Puis je pense que quand on a décidé d'arrêter justement de produire une variété de denrées sur la ferme, c'est-à-dire à la fois des œufs, du lait, de la chair, puis qu'on a décidé de produire juste une chose, qu'on a coupé le lien avec le client, je pense que c'est là où les perversions qu'on reconnaît à l'agriculture industrielle aujourd'hui sont nées là. Donc, pour moi, la ferme diversifiée, c'est elle qui a le plus de difficultés à exister aujourd'hui, étant donné le contexte législatif. Donc, comme je l'explique souvent, avoir 2 vaches, 200 poules puis 500 poulets, on parle de 308 000 $ environ en quota, mais après, on parle d'un autre 700 000 $ en infrastructure pour avoir le droit de faire quelque chose d'aussi niaiseux qu'un pâté au poulet. C'est-à-dire, si tu veux faire un pâté au poulet avec tes œufs, ton beurre, ton poulet, bien là, il faut que tu aies un abattoir de proximité, une usine laitière. J'ai l'impression que l'agriculture a perdu son identité en se concentrant comme ça, puis en amenant l'idée du travail en silo. Vraiment, tu sais, moi, en élevant, en voyant à l'alimentation, puis en abattant les animaux, je les accompagne de A à Z dans tout ça. Donc, évidemment, moi, je ne veux pas tout le temps être en train d'abattre, je ne veux pas tout le temps être en train de faire ci ou ça. Donc, pour moi, ça modère mes propres transports. Au Québec, pour qu'un producteur puisse vendre sa viande, il faut passer par un abattoir sous inspection permanente, soit fédérale ou provinciale. Pour certains producteurs qui désirent vendre dans des circuits courts et directement aux consommateurs, la nécessité de passer par un abattoir provincial ou fédéral sous inspection permanente constitue une barrière. C'est justement le cas de Dominique Lamontagne qui aimerait élever ses animaux sur sa ferme et les abattre aussi sur la ferme pour vendre ensuite la viande ou les produits transformés directement à sa clientèle.
Le gouvernement québécois reconnaît de plus en plus l'importance d'encourager la production artisanale dans la province. Et pour cette raison, le MAPAC a récemment lancé un projet pilote pour permettre à des producteurs comme Dominique Lamontagne d'élever ses poulets sur sa ferme et de les abattre pour ensuite les vendre à ses clients. Ce projet pilote pourrait éventuellement mener à une modification de la loi sur les produits alimentaires en créant une 4e catégorie d'abattoirs dans la province. Alors, en plus de l'abattoir fédéral, provincial et de proximité, on aura une 4e catégorie pour la production artisanale, l'abattage à la ferme. Alors ici, Sarah, j'ai un attrape-poulet. Non, je ne l'ai pas fabriqué moi-même. Non, c'est un attrape-poulet. Donc, on les attrape par les pattes. Avant d'abattre un poulet, il faut le faire jeûner pendant 24 à 36 heures pour évidemment que l'éviscération soit plus propre. Mais je dirais, ça me permet de dire que le jeûne, là, une fois ou 10 jours, je dirais, là, pour n'importe quel animal qui se fait abattre ou non, c'est pas mauvais. Alors, ça, c'est l'étape que le poulet aime le moins. Remarquez les cris qu'il pousse. Ça, on explique tout le temps ça aux participants à nos ateliers. Quand je l'ai attrapé, là, il criait, là, il gueulait. Donc, il est capable de s'exprimer quand ça ne fait pas son affaire. Mais quand je vais l'abattre, il ne dit pas un mot sur la game. Alors, dans le contexte du projet pilote, nous, ce qu'on demande au MAPAC, c'est qu'on puisse abattre à la ferme des volailles en petite quantité dans un abattoir qu'on qualifie, nous, de saisonnier. C'est-à-dire que ce n'est pas un établissement qui roule 365 jours par année. C'est un établissement qui nous permet d'abattre notre centaine ou nos 200 de volailles à la ferme pour les mettre en marché à la ferme. On trouve qu'un poulet qui a été élevé à la ferme, de l'œuf au poussin, à la cage mobile, à l'alimentation qu'on s'efforce de produire localement. On veut pouvoir, nous, prendre ce poulet-là, les prendre un à la fois si on veut, quand ils ont la taille qui nous intéresse, quand on a besoin d'en abattre, d'aller à l'abattoir qu'on s'en va visiter là. On va marcher peut-être 20 mètres avec le poulet pour aller là. Puis après ça, on veut pouvoir, nous, conserver les plumes, les viscères puis le sang pour le composter parce qu'on a mis dans ces plumes, ces viscères puis ce sang-là du lait de chèvre caillé, on a mis du pâturage qu'on a bâti tranquillement. Donc, on a mis beaucoup d'efforts dans tout ce qui constitue le poulet qu'on voit là, puis il n'y a rien qui se perd. Donc, une fois qu'on a composté ce qui ne nous intéresse pas, bien, on utilise le foie, on utilise le cœur, on utilise le gésier, on utilise les pattes, on utilise les os, on utilise la chair, on utilise tout, puis on le sert à la ferme. Donc, même les résidus des repas des gens, on va les composter aussi, là. Donc, tu sais, pour nous, c'est vraiment le A à Z, le vrai circuit court, un circuit court de production, de transformation et de mise en marché. Alors, allons abattre Petit Coq. Alors, comme je vous expliquais, moi, je fais une saignée. Donc, je tranche les 2 veines de chaque côté de la trachée puis de l'œsophage sans trancher l'œsophage puis la trachée. Donc, l'animal n'est pas asphyxié, il ne s'étouffe pas dans son sang, il saigne, puis il va mourir par exsanguination. Donc, le cœur continue à pomper, puis c'est ça qui permet au sang de sortir. On a une saignée 35 plus efficace quand on saigne le poulet vivant. Et puis, des centaines de poulets que j'ai abattus, j'ai jamais senti que je leur infligeais une souffrance particulière. Vous allez voir ce que je veux dire. Alors, comme j'expliquais, moi, je vais couper d'un côté, puis je vais couper de l'autre côté. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de cris mortels comme c'était le cas quand je l'ai sorti de sa cage. Vous allez voir, la minute que le poulet se met à se débattre, ce qui va arriver dans environ peut-être une minute, c'est que là, on a perte de conscience totale. Et puis, on a le système parasympathique qui embarque. Puis, éventuellement, les pattes vont relever. Alors là, ça, c'est la première étape. Donc, on a quelques petits mouvements. Là, on a quelque chose que je considère très efficace. Quand on a ces mouvements-là, ça fait longtemps que le poulet est plus
et puis parmi nous. Et puis quand les pâtes vont s'être raidies complètement, bien là, je vais le rincer. Voilà, Sarah, ton souper. Non, malheureusement, j'ai pas le droit de te le faire manger. On a vraiment une belle carcasse de poulet. Tu vois, ça ressemble plus à un poulet de Cornouailles un peu qu'au poulet classique. Donc, on a vraiment un beau petit coq avec lequel on pourrait faire un coq au vin, un poulet en crapaudine. Sky's the limit, comme dirait mon grand-père. La loi qui est en jeu ici, c'est essentiellement la loi sur les produits alimentaires. Je pense que c'est le chapitre P29. Donc, dans cette loi-là, je pense que les mots exacts, là, je les oublie, mais essentiellement, on explique qu'une volaille qui va être vendue, il faut qu'elle soit abattue dans un contexte d'abattoir qui a un permis d'abattoir. Puis pour l'instant, il y a différentes catégories de permis d'abattoir, mais il n'y a pas la catégorie dont nous, on a besoin, c'est-à-dire une catégorie qui permet de travailler dans une infrastructure plus saisonnière, temporaire. On peut dire pour notre public qu'il y a 3 catégories en ce moment au Québec, donc l'abattoir de proximité, l'abattoir provincial et l'abattoir fédéral. Donc, en fonction de où on envoie les animaux, on peut soit les apporter à l'abattoir de proximité pour les avoir pour notre propre consommation. On peut les amener à un abattoir provincial pour ensuite les vendre dans la province ou à l'abattoir fédéral pour le vendre dans le monde. Oui, dans le monde. Mais toi, tu veux pas c'est pas des solutions adéquates pour toi. Donc, toi, tu veux autre chose. Bien, ça ressemble à un permis d'abattoir de proximité. Si tu vas à un abattoir de proximité avec ta volaille, tu ne peux pas faire autre chose que de la ramener chez toi puis de la manger toi-même. Si tu bâtis un poste d'abattage de proximité chez toi, là, tu as le droit de vendre la volaille chez toi. De se construire un abattoir de proximité pour soi-même, c'est quelque chose qui coûte environ 400 000 $. Donc, de proximité, là. Donc, moi, ce que je veux, c'est de pouvoir permettre à un artisan d'investir 5 000 $, puis d'avoir un équipement de base correct qui leur permet d'exploiter une quantité de volailles extrêmement réduite, parce qu'on a le droit à 300 volailles maximum par année. Donc, ce que le MAPAC va venir faire, c'est observer nos méthodes, puis voir s'ils sont d'accord avec notre prétention que l'hygiène et la salubrité de l'aliment sont protégés. Évidemment, l'idée, ce serait d'amender la loi pour qu'une nouvelle catégorie de permis existe, qu'on pourrait appeler là, abattage artisanal à la ferme ou abattoir saisonnier. Moi, je veux pouvoir maintenir le savoir-faire en vie, pouvoir faire toutes les étapes qu'il faut pour passer de l'œuf à l'assiette, si tu veux. Typicité du produit que j'offre ici, mon poulet élevé comme moi je l'entends, abattu comme moi je l'entends, puis préparé comme moi je le veux. Liberté d'action, puis possibilité d'exprimer son unicité, sa particularité. En parlant avec Dominique Lamontagne et en visitant sa ferme, on voit l'importance de la diversité dans la production agricole au Québec. Est-ce qu'on peut développer un cadre réglementaire qui permet autant aux producteurs artisanaux qu'à d'autres producteurs qui travaillent dans le système de gestion de l'offre, qu'aux producteurs qui visent les marchés internationaux? Est-ce que tous ces producteurs peuvent être encadrés par des règlements qui sont suffisamment flexibles pour permettre chacun de s'exprimer,
de répondre aux demandes, aux besoins des consommateurs, mais aussi de rester fidèles à leur propre vision de ce que c'est la production agricole. Je pense que c'est souhaitable, je pense que c'est possible. Et vous, qu'en pensez-vous?